Alors, c'était pas censé être un où est l'arnaque à la base, mais en préparant cet exercice, pour m'assurer notamment qu'il était bien calibré pour les MPSI que je colle, parce que c'était un énoncé où j'ai rajouté des petites questions intermédiaires là pour être sûr que voilà, en première année en MPSI on peut le faire. Et bien en le faisant, j'ai failli me douiller moi-même. Je dis oh, à un moment donné, je me dis ah ça pourrait être un bon où est l'arnaque. Je ne prétends pas qu'il y a une seule arnaque, je sais pas combien il y en a au moins une comme d'habitude. Je rappelle le concept des où est l'arnaque. Je résous cet exo en vous arnaquant à au moins un moment de la correction. Vous essayez de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques, et je vous indique une correction valide. Je vous conseille d'éviter la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil direct ou indirect, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. Donc voilà, un exo qui était censé être un exo classique, mais voilà, je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de rigolo. C'est parti, soit G muni de cette loi point, donc on va avoir une notation multiplicative tout le long, hein, quand je vais écrire GH sans même le point, là, bah, c'est l'opération du groupe G entre l'élément G du groupe G et l'élément H du groupe G. Soit G point, un groupe fini de cardinal pair, et soit, alors, cardinal pair, je me suis fait la réflexion, il y a de quoi faire un jeu de mots ecclésiastique, mais j'ai pas le temps, et soit F, qui va de G dans G, un morphisme de groupe. Et là, la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que je mets un S à groupe, étant donné que c'est le même groupe de départ et d'arrivée, bon, on s'en fiche un peu, enfin j'espère. Soit grand S, l'ensemble des x appartenant à G, tel que f de x égale x puissance moins 1, ça veut dire quoi ça? Le symétrique de x dans le groupe G, j'ai dit qu'on était en notation multiplicative, voilà, symétrique de x dans ce groupe, et soit h, l'ensemble des x appartenant à grand G, tel que f carré de x égale x. Alors attention qu'on se comprenne bien, ce que j'appelle f carré, c'est f rond f. On pourrait comprendre, comme une élève en colle l'a compris, et c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas précisé au début, on pourrait comprendre f carré de x, dans certaines situations en maths on peut se dire, mais non, le seul moyen de le comprendre c'est f rond f ici. Sauf que là, on pourrait se dire, bah, c'est f de x, point f de x, quoi, avec la loi du groupe. F de x étant un élément de G, point lui-même, ça marche, quoi. Non, on parle bien de f de x ici. F carré de x égale x, du coup. Première question, on nous demande de montrer que h est un sous-groupe de G, donc que ce monsieur est un sous-groupe de ce monsieur, contenant ce monsieur, contenant S. Deuxième question, on nous demande de montrer que si le cardinal de S est strictement supérieur au cardinal de G divisé par 2, alors H égale G. On peut bien parler du cardinal de G divisé par 2, enfin, on aurait pu même... Enfin, c'est un entier en l'occurrence, je rappelle, parce que G est de cardinal pair. Ok, petit 3, on suppose maintenant que cardinal de S est égal exactement au cardinal de G divisé par 2, donc c'est plus strictement supérieur, et on suppose cette fois-ci que F est un automorphisme. Automorphisme, ça veut juste dire endomorphisme bijectif. Je rajoute le caractère bijectif à notre endomorphisme. C'est un endomorphisme déjà, parce qu'un morphisme de groupe d'un groupe dans lui-même. Voilà. Donc on suppose qu'on rajoute la bijectivité de F. On veut montrer que H égale G, donc c'est une annonce. Le but c'est de le faire à la fin, de l'avoir fait à la fin, le conclure qui arrive là. Petit a, montrer que F de H égale H. Alors, notation F d'un ensemble, donc F de H, je rappelle juste à toutes fins utiles que c'est l'ensemble des F de petit h avec petit h parcourant grand H. C'est l'ensemble de toutes les images par F, par F des éléments de grand H. Il faut montrer que ce monsieur est égal à grand H, d'accord, ok. Petit b, supposons qu'il existe un G appartenant à grand G, tel que G n'appartienne pas à H. Okay, bon. On note GH, petit g fois grand H, donc un élément fois un ensemble. Ce qu'on note comme ça, c'est juste l'ensemble des éléments qui s'écrivent, petit g, notre petit g fixé là, point petit h, avec h parcourant grand H. C'est tous les éléments qui peuvent s'écrire g.h, l'élément qui bouge là c'est petit h, quoi. Avec petit h appartenant à grand H comme je l'ai dit. On nous demande de montrer que GH, que cet ensemble, du coup, inter grand H, est égal à l'ensemble vide. Donc ces deux ensembles sont disjoints, que ces deux sous-ensembles de grand G sont disjoints, quoi. On nous demande de montrer aussi que le cardinal de GH est égal au cardinal de H, qui sont disjoints et qu'ils ont le même cardinal. Ok, petit c, montrer que f de G, donc toujours d'un tel élément, appartient à GH, et conclure. Conclure, bon, potentiellement arriver à la conclusion que grand H égale grand G. Ok, c'est parti, j'ai pas du tout réfléchi au temps que ça pourrait vous prendre, enfin, au temps raisonnable avant de regarder la correction. Je pense que, franchement, 45 minutes, 1 heure de réflexion et de recherche, voilà, cassez-vous les dents si ça vous amuse, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, ça me semble bien, et c'est parti, correction frauduleuse. Montrer que grand H est un sous-groupe de grand G contenant grand S. Bon, on va essayer d'être rapide et efficace. Vous savez pas, vous allez vous faire douiller, mais bon, les petites formalités, on va essayer de les faire bien. Grand H est un sous-groupe de grand G contenant grand S. Bon. Déjà, sous-groupe de grand G. Alors, je vais montrer, donc déjà je vais rappeler que grand H, peut-être hop, augmenter, hop là, grand H est inclus dans grand G,
de fait, parce que grand H, c'est l'ensemble des X appartenant à grand G vérifiant blablabla, c'est un sous-ensemble de grand G. Alors, cet ensemble, est-ce qu'il est non vide? Est-ce qu'en particulier, il contient le neutre? Alors, je vais donner un nom au neutre. Je vais mettre là, entre l'énoncé et la correction, soit E, le neutre de G. Ça fait partie de ma correction a priori. Ok, grand H inclus dans grand G, et on va regarder si le neutre de G est dans grand H. Donc, est-ce que le neutre de G vérifie f rond f du neutre égale le neutre? Bah oui, f carré de E. Alors, je vais profiter, bon, je le dis dès maintenant, c'est pas une douille, c'est garanti. F est un morphisme de groupe, donc même un endomorphisme, donc f rond f aussi. Voilà. Peut-être que certains à ce stade du cours l'ont pas encore vu, mais sinon, si vous l'avez pas vu, vous pouvez le refaire avec, vous pouvez dire que c'est f de E, donc l'image par f, par mon morphisme de groupe du neutre du groupe de départ, c'est le neutre du groupe d'arrivée, mais bon, c'est le même du coup, donc c'est f de E, ça fait E, ce monsieur est égal à E, et ça me refait E du coup, parce que f de E est égal à E, tout simplement. J'aurais pu aussi dire directement, f carré étant un morphisme du groupe G dans lui-même, f carré du neutre, ça fait le neutre. Ok, donc E appartient à H. Ok, H est non vide, et ben je vais juste montrer, donc en prenant deux éléments quelconques x, y de grand H, on va juste montrer que x.y-1 appartient à grand H. Ce produit mixte qui permet de faire d'une pierre deux coups et de ne pas avoir à me casser la tête, à montrer d'une part qu'il y a stabilité par la loi point, donc montrer que pour tout x et y de H, x.y est dans H, et en seconde partie, la stabilité par le passage au symétrique. Si un élément x est dans grand H, son symétrique est dans grand H. Là, je le fais en une seule fois. Ok, bon, bah, allons-y, montrons que x, y-1 appartient à grand H. Bah, on va calculer quoi? On va calculer f carré, parce qu'il faut calculer f carré d'un élément et prouver que c'est lui-même pour prouver qu'il est dans grand H. F carré de x, y-1, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait, parce que f carré est un morphisme de groupe, f carré morphisme, ça nous fait f carré de x, f carré de y-1. Ok. F carré de x, bah je sais que ça fait x, parce que x appartient à grand H. Et f carré de y-1, c'est f carré de y, le tout moins 1. Parce que f carré est un morphisme de groupe. L'image par f carré du symétrique de y, c'est le symétrique de l'image par f carré de y. Mais f carré de y, c'est y, parce que tout simplement, parce que y appartient à grand H. Donc ça nous fait x, y-1, et on est bon. Je mettrai, comme je l'ai dit, je mettrai parfois le point, parfois non. Quand je mets juste x, y-1, vous comprenez que c'est x.y-1. Ok, donc, x, y-1 appartient à grand H. H est bien un sous-groupe de G. Bien plus sympathique de montrer que machin est un sous-groupe de machin que de montrer que machin est un groupe. En devant, voilà, en ayant à reprouver des choses de base sur les lois, etc. Là, on profite de la structure de groupe dans laquelle on est déjà pour avoir juste à faire ça. Ok, j'ai dit les lois, je voulais dire la loi, pardonnez-moi. Alors, H est bien sous-groupe de G. Il faut montrer que H contient S. Donc, montrons que S est inclus dans H. Montrons que SCH, voilà, les rappeurs à trois lettres, comme on les appelle nous, donc soit x appartenant à S, et le but c'est de montrer que x appartient à H. Donc je sais que f de x égale x-1, ok, je peux l'écrire ici, et ce que je veux c'est que f carré de x ça fasse x, quoi. On va regarder ce que fait f carré x. Donc, comment je peux arriver à f carré x? F rond f de x, j'applique f des deux côtés, d'où f carré de x, du coup, nous fait f de x-1, et le fait que f soit un morphisme de groupe me permet de dire que ça c'est f de x, le tout moins 1, donc le symétrique de f de x, sauf que f de x, je sais que x appartient à S, donc f de x c'est x-1 on a dit, bah, je l'ai même ici d'ailleurs, ça fait x-1, moins 1. Autrement dit, me voici en présence du symétrique de x, bah, c'est x quoi. Le symétrique du symétrique, c'est l'élément de base. Ok, donc j'ai f carré de x égale x, d'où donc x appartient à H. Tout élément de S est dans H. Enfin, S est inclus dans H. Ok, nous avons bien que H est un sous-groupe de G contenant S. Petit 2, montrons que si le cardinal de grand S est strictement supérieur au cardinal de grand G divisé par 2, alors H égale G. Bon. Si c'est pas une histoire de Lagrange, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, voyons voir. Alors, nous savons, avec le théorème de Lagrange, que le cardinal de tout sous-groupe de G divise le cardinal de G.
On va s'intéresser à grand S, qui est un sous-groupe de G dont le cardinal est censé être dans la 2 strictement supérieur au cardinal de G divisé par 2. Alors, d'après le théorème de Lagrange, eh bien, il existe un K appartenant à n étoiles, tel que le cardinal de grand S, tel que K fois le cardinal de grand S égale au cardinal de G. Ok. Et moi, je sais aussi que le cardinal de G est strictement inférieur à 2 fois le cardinal de S. Le cardinal de G est strictement inférieur à 2 fois le cardinal de S, donc j'ai K fois le cardinal de S, qui est strictement inférieur à 2 fois le cardinal de S. Le cardinal de S est non nul. S contient au moins l'élément neutre de G. On peut vérifier, mais on le voit, ok. Donc, le cardinal de S étant strictement positif, un entier naturel non nul aussi, d'où, en divisant par cardinal de S des deux côtés, j'obtiens que K est strictement inférieur à 2. K, je rappelle que c'est un entier naturel non nul. Donc j'ai K supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 2, supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 2, K appartenant à une étoile, donc K égale 1, tout simplement. Ok, donc, cardinal de S égale cardinal de G. Et S est inclus dans G, je le rappelle. Donc S égale G. Voilà qui est sympathique. Mais maintenant, ce qui m'intéressait, moi, c'est que H égale G. Alors H égale G, il y a marqué ici. Or, S est inclus dans H, qui est inclus dans G. Donc, H est tout simplement égal à G. G est inclus dans H, qui est inclus dans G. J'ai la double inclusion entre G et H. Donc H est égal à G, tout simplement. Voilà qui est sympathique, dans ce premier cas. Ok, on attaque un cas un peu plus compliqué. Maintenant, on suppose que le cardinal de S est égal exactement au cardinal de G divisé par 2, ce qui m'empêchera, malheureusement, du coup, avec une égalité, je peux plus trop me permettre. Je sais que je serai bloqué, je sais que K sera égal à 2, du coup. Et on sait que F est un automorphisme cette fois-ci. Et je veux montrer que H est égal à G avec ces questions-là. Première question, petit a, montrer que F de H égale H. Ok. Voyons voir ça. Alors, donc, qu'est-ce que je peux bien dire? Alors, je vais essayer de ne pas me casser la tête en me disant, en fait, pour prouver que ces deux ensembles sont égaux, bon, a priori, je le ferai par double inclusion, mais une inclusion suffirait si j'avais un argument sympa pour les cardinaux. F est bijective. F est bijective. Bijectif, si vous voulez parler de morphisme. Donc, je peux aller vite en disant que H et F de H, et H, ensemble fini, voilà, puisque G est un groupe fini et H est un sous-groupe de ce groupe, et même un sous-ensemble de ce groupe, donc H et F de H ont le même cardinal. Je peux être plus précis en disant que F induit une bijection de H dans F de H. Ça, c'est pour parler savant, mais je peux aussi dire simplement en fait que si F de G dans G est bijective, si je prends toutes les images, si je prends voilà, j'ai G, et là je me focalise sur grand H, là ça serait grand H, et ben les images que F va renvoyer à ces éléments de grand H, il y aura à chaque élément de l'espace d'arrivée qui sera F de grand H, un et un unique antécédent dans grand H. Exactement une correspondance parfaite entre les éléments de grand H et leurs images. Il y en aura autant. F induit une bijection de H dans grand F de H. Ok, on a le même cardinal. Ok, bon, du coup, une inclusion simple suffit. Deux ensembles finis, s'ils ont le même cardinal, il suffit que l'un soit inclus dans l'autre, sans prouver l'inclusion dans l'autre sens, pour conclure à leur égalité. Bon, ce qui me plaît le plus, c'est peut-être de prendre un élément de F de H, ça va me donner plus d'infos peut-être, et de prouver qu'il est dans H. Soit Y appartenant à F de H. Il existe donc H appartenant à, ou un X si vous voulez, X appartenant à grand H, tel que Y est F de X. Mon but, c'est de montrer que Y est dans H. Ce que je veux calculer, c'est F carré de Y et prouver que c'est égal à Y. F carré de Y, c'est donc F rond F de Y, c'est donc F rond F de X, c'est F cube de X. C'est donc aussi F de F carré de X.
je préfère ce découpage de cette manière, pour dire que, enfin, pour profiter du fait que f carré de x, c'est x en fait, puisque x est dans h. Donc là j'ai f de x, mais qui est f de x? Donc ça c'est parce que x est dans h, mais qui est f de x? Bah, c'est y. Donc j'ai abouti à la conclusion que f carré de y est égal à y. Donc y appartient à grand h. Je prends un élément quelconque de f de h, il est dans h. C'est-à-dire d'où, du coup, j'aime bien d'où f de h est inclus dans grand h. Même cardinal, inclusion de l'un dans l'autre, ensemble fini. Enfin, f de h égale h. Et nous sommes heureux. Hop. Ok. Question B. Supposons qu'il existe un G appartenant à grand G tel que G n'appartienne pas à grand H. On note GH, cet ensemble-là, on nous demande de montrer que GH inter H est égal à l'ensemble vide. Ok. Comment on montre qu'une intersection de deux ensembles est l'ensemble vide? Eh bien, soit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un élément, supposer qu'il y a un élément dans l'intersection des deux, et aboutir à une absurdité. Je peux aussi prendre un élément chez l'un et prouver qu'il n'est pas chez l'autre. Soit Y appartenant à GH, je vais montrer que Y ne peut pas appartenir à H. Donc, il existe forcément un petit h appartenant à grand H, tel que Y égale GH, voilà, c'est la définition d'appartenir à G grand H. Je vais essayer de vous montrer que Y ne peut pas appartenir à, du coup, à grand H. Pour qu'Y appartienne à grand H, enfin, Y appartient à grand H si et seulement si f carré de Y égale Y. Je vais regarder ce que fait f carré de Y. F carré de Y, c'est f carré de GH, c'est f carré de G, f carré de H, par le fait que f carré est un morphisme de groupe. Ok, mais sauf que f carré de H, c'est H, puisque petit h appartient à grand H, j'ai f carré de G fois petit h. Et ça, je veux pas que ce soit égal à GH. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire que ce soit égal à GH? Y, donc f carré de Y égale Y, si et seulement si, je suis pas en train de dire que c'est vrai, je suis en train de dire que ça serait équivalent à dire que f carré de G, H, je suis allé un peu vite là, j'ai pas redit à chaque fois morphisme, je l'ai dit assez de fois au début, c'est pas une arnaque en soi, f carré de G, H égale, donc Y qui est GH. Ce qui équivaut à dire, et j'explique bien ce qui se passe ici, que f carré de G égale G. De ce côté de l'équivalence, enfin, passer de là à là, je multiplie par h-1 des deux côtés à droite. H-1 le symétrique de H dans le groupe G. Et pour passer de là à là, je multiplie par H des deux côtés à droite. Quand je dis à droite, c'est dans chaque membre de l'égalité, mais à droite. Ça me faisait toujours bugger en prépa en première année. Enfin, c'est évident en soi, mais quand le prof disait je multiplie des deux côtés à droite, je disais mais comment ça des deux côtés à droite? Le côté droit, non. Les deux côtés, les deux membres, à droite de chaque membre, je multiplie par H. Par H pour passer de là à là, du coup. Ok, donc il y a bien équivalence entre les deux. C'est équivalent à dire, du coup, si vous dites que f carré de G égale G, petit g étant un élément du groupe grand G, dire que petit f carré de G égale G, ça veut exactement dire que G appartient à H. Ce qui n'est pas. Donc il y a équivalence entre cette chose et cette chose qui n'est pas vraie. Or, G n'appartient pas à H, donc nous savons automatiquement que f carré de Y est différent de Y, c'est-à-dire que Y n'appartient pas à H. Vous prenez n'importe quel élément de GH, il n'est pas dans H. Vous m'avez bien prouvé, je vous ai bien prouvé, que GH inter H, c'est l'ensemble vide. Ce trait est un peu moche. Il faut ensuite prouver que le cardinal de GH est égal au cardinal de H. Souvent, les élèves de première année, en général, quand il y a un truc comme ça, ils se disent, bon, bah, ça serait bien de prouver qu'il y a une bijection entre l'un et l'autre. Bon, là, il me semble relativement naturel. Soit phi, l'application qui va de H dans GH, et qui a tout petit h de grand H associe G, le G fixé, fois petit h. Je vais vous montrer que phi est bijective. Phi est trivialement, je me le permets, surjective. Je vais quand même dire pourquoi, mais... oui, pour une raison simple, c'est que pour tout Y appartenant à GH, par définition, il existe un petit h appartenant à grand H, tel que Y égale GH, mais donc égale phi de H, quoi. Donc, la surjectivité vient de la définition même de GH. Ok. Phi est trivialement surjective. Faut pas que je me perde après quand je tournerai les trucs. Tac. Et telle injective. Bon, bah, l'injectivité n'est pas très compliquée non plus. Soit
H1, H2 appartenant tous les deux à grand H, tel que phi de H1 égale phi de H2. Phi de H1 égale phi de H2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que G de GH1 égale GH2. Puis, je détaille un minimum la multiplication par G-1 à gauche, G-1 GH1 égale G-1 GH2. Ce qui me dispense des parenthèses, c'est l'associativité de la loi point dans notre groupe. Et donc G-1G ici, ça fait le neutre. EH1 égale EH2. Et donc H1 égale H2. Donc, dire phi de H1 égale phi de H2, ça implique que H1 égale H2. Donc forcément, phi est injective. Et donc, bijective. Ok, j'ai deux ensembles finis qui sont H et GH. J'ai établi une bijection entre l'un et l'autre. Enfin, bon, je le dis quand même, H et GH étant finis, eh bien, le cardinal de l'un est égal au cardinal de l'autre. Cardinal de H égale cardinal de GH. Ok, bon, c'est là que j'ai perdu. Ok, l'énoncé qui était là, hop là. Montrer que f de petit g appartient à GH et conclure. F de petit g appartient à GH. Alors, qu'est-ce que je viens d'établir sur H et GH? Je sais qu'ils ont tous les deux le même cardinal. Cardinal de H égale cardinal de GH. Alors, il y a quelque chose. On a supposé dans cette question que le cardinal de F, c'était le cardinal de G divisé par 2. Ok. Le cardinal de H est supérieur ou égal au cardinal de S. Et c'est inférieur ou égal au cardinal de G. C'est inférieur strict même, ici. Pourquoi inférieur strict? Parce que on a supposé, j'écris mal, pardonnez-moi, on a supposé qu'il existait un G appartenant à grand G privé de H, en fait. À grand G, mais pas à grand H. Donc, H, qui est inclus dans grand G, n'a pas tous les éléments de grand G, donc son cardinal est strictement inférieur au cardinal de G. Le cardinal de S, c'est le cardinal de G divisé par 2. Le théorème de Lagrange, je rappelle qu'il me dit que H étant un sous-groupe de G, son cardinal doit diviser le cardinal du groupe G. Mais si vous me dites que son cardinal est strictement inférieur au cardinal de G et supérieur ou égal au cardinal de G sur 2, il n'a pas le choix que d'être égal au cardinal de G divisé par 2. Je peux refaire l'histoire des K, dire que cardinal de G c'est K fois cardinal de H, et vous établir cette fois-ci que K est égal à 2. Donc en fait, cardinal de H est égal au cardinal de G divisé par 2. Mais attendez, si je dis ça du cardinal de H, d'où, comme S est inclus dans H, donc ça c'est le cardinal de S aussi, je rappelle, on a que S égale H, dans ce cas-là. Il y a égalité entre S et H. Ok, mais le cardinal de H étant égal au cardinal de G divisé par 2, et le cardinal de GH étant égal au cardinal de H. Donc H contient la moitié des éléments de G, de grand G. GH contient aussi la moitié des éléments de grand G, et les deux ne se croisent pas. H et GH forment donc une partition de grand G. Je peux détailler un minimum, même si je détaille un truc clair là, c'est que le cardinal de H union GH, c'est égal au cardinal de H plus le cardinal de GH, moins le cardinal de leur intersection, mais elle est vide. Ça fait donc le cardinal de G divisé par 2 plus le cardinal de G divisé par 2. Ça fait cardinal de G. Cet ensemble qui est inclus dans G a le même cardinal que G. Cet ensemble inclus dans G, évidemment, parce que c'est une union de deux ensembles inclus tous les deux dans G. Donc, H union GH égale G. Et je rappelle que H inter GH est égal à l'ensemble vide. H et GH forment bien une partition de G. Tout élément de G, de grand G, est dans l'un des deux enfin dans l'un et un seul des deux. Soit dans H, soit dans GH, au sens exclusif du terme. Ok. Pourquoi je dis tout ça? L'énoncé m'a demandé de montrer que f de G appartenait à GH. Que f de G pouvait s'écrire G, petit g, point, un élément qui est dans grand H. Je sais pas. Peut-être que c'est pas si simple. Je vais prouver que f de G n'est pas dans H. Montrons que f de G n'est pas dans H. Donc
f de G c'est un élément de G, de grand G, de fait. Il suffit de montrer qu'il n'est pas dans H et il sera automatiquement dans l'autre de la partition, de l'autre côté de la frontière. Comment montrer que f de G n'est pas dans grand H? Je rappelle que, et là je me sers de ça que je trouve joli, la question 3a m'a fait prouver que f de H est égal à H. Il suffit donc de montrer que, eh bien, f de G n'appartient pas à f de H. Et une fois que j'ai montré ça, j'ai gagné. Ah, ça me semble relativement astucieux de me dire, attends, mais la A m'a fait établir ça. Et là, ça devient simple. Qu'est-ce qu'on sait sur G? On sait que G n'appartient pas à H. C'est notre hypothèse. Il existe un G de grand G tel que G n'appartient pas à H. Ok. Et moi, je parle de son image. Donc, l'image par f de G n'appartient pas à f de H. F de G n'est pas l'image de quelqu'un qui est dans grand H. C'est l'image de G qui n'est pas dans grand H. Donc, f de G n'appartient pas à grand H. Et enfin, f de G appartient à GH du coup. Voilà qui est sympathique. Et il me disait, et conclure. Ok, bon. Conclure, peut-être aboutir à une contradiction, parce que non, j'ai pas dit les termes, mais on veut montrer que H égale G. On suppose qu'il existe un petit G qui casse le truc, quoi, qui est dans grand G, mais pas dans grand H. Le but, c'est d'aboutir à une absurdité. De telle sorte qu'on puisse dire, mais en fait, il n'y a pas de petit G de grand G qui ne soit pas dans grand H. Donc en fait, on a égalité parfaite entre H et G. C'est ça qu'on veut dire. Essayons d'aboutir à une contradiction. F de G appartient à GH. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe un petit H, il existe un petit H appartenant à grand H, tel que F de G, égale G fois petit H. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Potentiellement profiter du fait que petit H appartienne à grand H. Je rappelle que grand H, le fait que petit H appartienne à grand H, ça veut dire que F carré de petit H égale petit H. Je vais peut-être appliquer F carré. Ça fait peut-être beaucoup de F, mais on va voir. Ça fait F cube de G, qui est égal à F carré de G, F carré de H. Donc F cube de G, qui est égal à F carré de G, fois petit H. Pose la question de savoir si c'était une bonne idée. Ouais, je peux faire mieux que ça. Je rappelle qu'ici, S égale H. Donc, appartenir à grand H, donc grand H qui est égal à grand S, ça veut dire que petit h appartient à S. Peut-être qu'il y a moyen de se débrouiller avec ça, mais ça me plaît pas trop. Ça veut dire que f de h, c'est h-1 aussi. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, avec f carré de g, ça ferait f de g? Bah ouais, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux, et je vais faire tenir ça là. F de g, ça nous fait ça. Bon, je peux me débrouiller avec ça, mais je me dis, mais attendez. D'où f carré de g plutôt, puisque d'ailleurs f carré ça me plaît, pour g, ça fait f de g, f de h qui est égal à h-1. Ok, donc j'ai utilisé le fait que c'était f de g, f de h par le fait que... Enfin, f carré de g c'est f de g, f de h par le fait que f soit un morphisme de groupe. F de g fois h-1, pardon, mais f de g c'est gh. gh h-1. Ah, gh h-1 ça fait... gh h-1 ça fait g. F carré de g est égal à g. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit donc que g appartient à grand H. Et c'est absurde. F carré de g égale g, c'est la porte d'entrée, le ticket d'entrée pour appartenir à grand H. G appartient à grand H, ce qui n'est pas, puisqu'on a supposé au départ que G n'appartenait pas à grand H. Conclusion de tout ça que j'ai la flemme d'écrire, c'est qu'en fait, il n'existe pas un tel élément petit g appartenant à grand G tel que G n'appartienne pas à H. Donc en fait, grand G tout entier est inclus dans grand H. Comme grand H est évidemment inclus dans grand G, j'ai égalité entre les deux ensembles. Grand H est égal à grand G. Voilà. Voyons voir, question par question, où je vous aurai douillé. Alors, question 1. Montrer que grand H est un sous-groupe de grand G contenant S. Il ne me semble pas, de mémoire, vous avoir douillé sur cette question. Je pense avoir fait les choses bien. Tout va bien. Petit 2. Montrer que si le cardinal de S est strictement plus grand que machin, alors H égale G. Alors, c'est une douille... on comprend pas trop... Enfin, j'espère qu'elle est passée pour certaines personnes. Le but, c'est que vous fassiez attention dans ce genre d'exo, où cohabitent des sous-ensembles qui ne sont pas forcément des sous-groupes et des sous-groupes, à vous rappeler que certains ne sont pas forcément des sous-groupes. Donc personne ne m'a dit que S était un sous-groupe de G. D'ailleurs, il me semble que dans le cas général, ça l'est pas, que si je voulais établir le fait que c'était un sous-groupe, je serais bloqué un moment, il me faudrait que la loi point commute, soit commutative, pardon, et elle ne l'est pas a priori. Donc,
j'ai pas à tout revérifier en détail, c'est déjà assez long comme ça, mais personne m'a dit que c'est un sous-groupe de G, donc ce que je devais faire, c'était tout simplement le faire avec H. Au lieu de dire, d'appliquer le théorème de Lagrange à S, je l'applique à H, K cardinal de H égale cardinal de G, et de dire, mais attendez, le cardinal de G est inférieur strict à 2 cardinal de S, qui est inférieur ou égal à 2 cardinal de H. S est inclus dans H. Donc je peux très bien je peux dire que cardinal de S est inférieur ou égal au cardinal de H. Et j'ai toujours l'inégalité stricte, du coup, entre cardinal de G et 2 cardinal de H. Cardinal de K cardinal de H est inférieur strict à 2 cardinal de H. J'ai la même chose avec le cardinal de H, du coup. Et donc le cardinal de H est égal au cardinal de G. Et donc, H égale G. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas le droit de... Enfin, je savais pas que c'était vrai pour S. S n'avait aucune raison d'être un sous-groupe de G. Voilà, la douille. 3A, pour montrer que f de h égale h, il me semble que tout est bon. Il me semble que tout va bien. 3B, supposons qu'il existe un G appartenant à grand G tel que machin. Il ne me semble pas vous avoir douillé, paradoxalement, la 3B, même si vous avez pu avoir l'impression, par moment, j'ai fait semblant d'hésiter par moment sur la 3B. Je pense que tout est bon. Sur la 3B, la 3C. La 3C, c'est là où j'ai failli me faire douiller moi-même. La 3C, c'était sympathique cette histoire de partition, elle est parfaitement exacte, a priori. C'est là que la douille intervient. On sait que G n'appartient pas à H, donc f de G n'appartient pas à grand F de H. Et ce que j'ai dit à l'oral, c'est que G n'appartenant pas à H, f de G n'est pas l'image de quelqu'un par H, n'est pas l'image de quelqu'un de grand H par F, puisque G n'appartient pas à H. Mais attendez, je peux très bien, f de G aurait très bien pu être f de G et aussi f de quelqu'un d'autre. G et quelqu'un d'autre auraient pu me renvoyer la même image par F. Ce n'est pas le cas parce que F est bijective. F étant un automorphisme, il fallait que j'invoque que F est bijectif pour casser la chose. Donc ce que j'aurais dû faire pour dire que f de G n'appartient pas à grand F de H, c'est de dire si f de G appartient à f de H. Il existe un petit h appartenant à grand H, tel que f de G égale f de H. F étant bijective, donc injective, ça veut donc dire, ça implique donc que G égale H appartient à grand H, ce qui n'est pas. C'est absurde. Donc, f de G n'appartient pas à f de H. Voilà quelque chose de propre. Enfin, de propre. Dans l'argumentaire, peut-être pas dans la présentation. Alors, voilà pourquoi f de G n'appartient pas à f de H, honnêtement. Mais faites attention à ce genre de passage. J'ai failli me faire douiller de manière inconsciente en disant, bon, c'est bon, ça n'appartient pas à ça. Je vais pas faire le mec, mais ça a duré quelques secondes quand même. Ça aurait pu m'arriver de me faire douiller clairement là-dessus, mais bon, je me suis fait peur, et en me faisant peur, je me dis, tiens, ça fera un où est l'arnaque. Voilà la douille principale qui a justifié ce où est l'arnaque. Et sinon, tout le reste me semble bien. Là, mon hésitation n'était même pas une douille. J'étais parti sur autre chose. Après, je me suis dit, je vais profiter du fait que S égale H et simplifier un peu mes calculs et m'arranger pour arriver au fait que G appartient à H à la fin, ce qui est absurde. J'espère que ça vous aura plu, que l'écriture un peu brouillonne ne vous aura pas dégoûté. Enfin, dégoûté est un grand mot quand même. J'espère que vous serez bien amusé quand même malgré tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer, j'ai le hockey, la cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.